Les fables d'Ésope, lu par Stanley pour le site audiocité.net. D'un coq et d'une pierre précieuse. Un coq, en grattant un fumier, y trouva par hasard une pierre précieuse. Il la considéra pendant quelque temps et dit avec une espèce de mépris: « De quoi peut me servir une chose si belle et si brillante? Elle serait bien mieux entre les mains d'un lapidaire qui en connaîtrait le prix et l'usage qu'il en faut faire. Mais pour moi, qui n'en puis retirer aucune utilité, je préférerais un seul grain d'orge à toutes les pierres précieuses du monde. » D'un loup et d'un agneau. Un loup, buvant à la source d'une fontaine, aperçut un agneau qui buvait au bas du ruisseau. Il l'aborda tout en colère et lui fit des reproches de ce qu'il avait troublé son eau. L'agneau, pour s'excuser, lui représenta qu'il buvait au-dessous de lui et que l'eau ne pouvait remonter vers sa source. Le loup, redoublant sa rage, dit à l'agneau qu'il y avait plus de 6 mois qu'il tenait de lui de mauvais discours. « Je n'étais pas encore né, » répliqua l'agneau. « Il faut donc, » repartit le loup, « que ce soit ton père ou ta mère. » Et sans apporter d'autre raison, il se jeta sur l'agneau et le dévora. Pour le punir, disait-il, de la mauvaise volonté et de la haine de ses parents. Du rat et de la grenouille. Dans le temps que la guerre était allumée entre les grenouilles et les rats, une grenouille fit un rat prisonnier et lui promit de le traiter favorablement. Elle le chargea sur son dos pour faire le trajet d'une rivière qu'elle était obligée de passer pour rejoindre sa troupe. Mais cette perfide, se voyant au milieu du trajet, fit tous ses efforts pour secouer le rat et pour le noyer. Il se tint toujours si bien attaché à la grenouille qu'elle ne put jamais s'en défaire. Un oiseau de proie, les voyant se débattre de la sorte, vint tout à coup fondre dessus et les enleva pour en faire sa proie. Du cerf et de la brebis. Un cerf accusa une brebis devant un loup, lui redemandant un muid de froment. Elle ne lui devait rien. Cependant, le loup la condamna à payer ce que le cerf lui demandait. Elle promit de satisfaire et d'exécuter la sentence au jour marqué. Quand le temps du paiement fut échu, le cerf en avertit la brebis. Elle protesta contre la sentence et dit qu'elle ne paierait pas, ajoutant que si elle avait promis quelque chose, ce n'était que par la seule crainte du loup, son ennemi déclaré, et qu'elle n'était nullement obligée de payer ce qu'elle ne devait pas, puisqu'elle ne l'avait promis que par force. Du chien et de son image. Un chien traversant une rivière sur une planche tenait dans sa gueule un morceau de chair que la lumière du soleil fit paraître plus gros dans l'eau, comme c'est l'ordinaire.
Son avidité le poussa à vouloir prendre ce qu'il voyait, et il lâcha ce qu'il portait pour courir après cette ombre. C'est ainsi que sa gourmandise fut trompée, et il apprit à ses dépens qu'il vaut mieux conserver ce que l'on possède que de courir après ce qu'on n'a pas. Du lion allant à la chasse avec d'autres bêtes. Un lion, un âne et un renard, étant allés de compagnie à la chasse, prirent un cerf et plusieurs autres bêtes. Le lion ordonna à l'âne de partager le butin. Il fit les parts entièrement égales, et laissa aux autres la liberté de choisir. Le lion, indigné de cette égalité, se jeta sur l'âne et le mit en pièces. Ensuite, il s'adressa au renard et lui dit de faire un autre partage. Mais le renard mit tout d'un côté, ne se réservant qu'une très petite portion. « Qui vous a appris, lui demanda le lion, à faire un partage avec tant de sagesse ? C'est la funeste aventure de l'âne, lui répondit le renard. Du loup et de la grue. Un loup s'étant enfoncé par hasard un os dans la gorge, promit une récompense à la grue, si elle voulait avec son bec retirer cet os, dont il se sentait incommodé. Après qu'elle lui eut rendu ce bon office, elle lui demanda le salaire dont ils étaient convenus. Mais le loup, avec un rire moqueur et grinçant les dents, « Contentez-vous, lui dit-il, d'avoir retiré votre tête saine et sauve de la gueule du loup, et de n'avoir pas éprouvé à vos dépens combien ses dents sont aiguës. » Le laboureur et le serpent. Un laboureur trouva dans la neige une couleuvre transie de froid. Il l'emporta dans son logis et la mit auprès du feu. Mais quand elle se sentit réchauffée et qu'elle eut repris ses forces, elle se mit à répandre son venin par toute la maison. Le laboureur, irrité d'une ingratitude si noire, lui fit de grands reproches, et, ajoutant les faits aux menaces, il prit une cognée pour couper en 1000 morceaux le serpent ingrat qui rendait le mal pour le bien, et qui voulait ôter la vie à son bienfaiteur. Du sanglier et de l'âne. Un âne, ayant rencontré par hasard un sanglier, se mit à se moquer de lui et à l'insulter. Mais le sanglier, frémissant de courroux et grinçant des dents, eut d'abord envie de le déchirer et de le mettre en pièces. Ensuite, faisant aussitôt réflexion qu'un misérable âne n'était pas digne de sa colère et de sa vengeance, « Malheureux, lui dit-il, je te punirai sévèrement de ton audace, si tu en valais la peine. Mais tu n'es pas digne de ma vengeance. Ta lâcheté te met à couvert de mes coups et te sauve la vie. » Après lui avoir fait ses reproches, il le laissa aller. D'un rat de ville et d'un rat de village. Un rat de ville alla un jour faire visite à un rat de campagne de ses amis, qui lui donna un repas frugal composé de racines et de noisettes. Après le repas, le rat de ville prit congé de son hôte, qui lui promit de l'aller voir à son tour. On le régala magnifiquement de confitures et de fromages. Mais le repas fut souvent interrompu par les valets de la maison,
qui allaient, qui venaient de tous côtés, et qui causèrent de mortelles alarmes au rat de village, de sorte que, saisi de crainte, il dit au rat de ville qu'il préférait un repas frugal fait en repos et en liberté, et la pauvreté du village à la magnificence des villes, et à une abondance pleine d'inquiétude et de danger. De l'aigle et de la corneille. Un aigle voulant manger une huître ne pouvait trouver moyen, ni par force, ni par adresse, de l'arracher de son écaille. La corneille lui conseilla de s'élancer au plus haut de l'air, et de laisser tomber l'huître sur des pierres pour la rompre. L'aigle suivit ce conseil. La corneille, qui était demeurée en bas pour en attendre l'issue, voyant qu'il avait réussi, se jeta avidement sur le poisson qu'elle avala, ne laissant à l'aigle que les écailles, pour le prix de sa crédulité. De l'aigle et du renard. Une aigle et un renard, ayant fait société ensemble, convinrent, pour serrer plus étroitement les nœuds de leur amitié, de demeurer l'un auprès de l'autre. L'aigle choisit un arbre fort élevé pour y faire son nid. Le renard se creusa une tanière au pied de l'arbre, et y mit ses petits. Étant un jour sorti pour aller leur chercher la proie, l'aigle, pressé de la faim, vint fondre sur les petits du renard, dont elle fit faire curer à ses aiglons. Le renard, étant de retour, et voyant la perfidie de sa voisine, fut moins attristé du malheur de ses petits que du désespoir d'être hors d'état d'en tirer vengeance, parce qu'il ne pouvait s'élever dans l'air pour poursuivre son ennemi. Se tenant donc à l'écart, il donnait à l'aigle 1000 imprécations, ne pouvant se venger autrement de sa perfidie. Peu de temps après, quelques-uns immolèrent une chèvre qu'ils firent brûler dans un champ voisin. L'aigle vint fondre dessus et enleva une partie de la victime qu'elle porta dans son nid avec quelques charbons ardents qui y mirent le feu. Le vent venant à souffler avec impétuosité, les aiglons, qui n'avaient point encore de plumes, tombèrent au pied de l'arbre. Le renard y accourut et les dévora tous à la vue de l'aigle. Du corbeau et du renard. Un corbeau s'était perché sur un arbre pour manger un fromage qu'il tenait en son bec. Un renard qui l'aperçut fut tenté de lui enlever cette proie. Pour y réussir et pour amuser le corbeau, il commença à le louer de la beauté de son plumage. Le renard, voyant que le corbeau prenait goût à ses louanges, « C'est grand dommage, poursuivit-il, que votre chant ne réponde pas à tant de rares qualités que vous avez. » Le corbeau, voulant persuader au renard que son chant n'était pas désagréable, se mit à chanter et laissa tomber le fromage qu'il avait au bec. C'est ce que le renard attendait. Il s'en saisit incontinent et le mangea aux yeux du corbeau, qui demeura tout honteux de sa sottise et de s'être laissé séduire par les fausses louanges du renard. Le lion cassé de vieillesse. Le lion, dans sa jeunesse, abusant insolemment de sa force et de l'ascendant qu'il avait sur les autres animaux, se fit plusieurs ennemis. Quand ils le virent usé et affaibli par les années,
ils résolurent de concert de tirer vengeance de ses cruautés et de lui rendre l'appareil. Le sanglier le meurtrissait avec ses défenses, le taureau l'attaquait avec ses cornes, mais l'affront le plus sensible au lion étaient les coups de pied que l'âne, le plus vil et le plus méprisable de ses ennemis, lui donnait en l'insultant. De l'âne et du chien. Le chien flattait son maître, et le maître y répondait en le caressant de son côté. Ces caresses réciproques donnèrent de la jalousie à l'âne, qui était maltraité et battu de tous ceux de la maison. Ne sachant quelle mesure prendre pour soulager sa misère, il s'imagina que le bonheur du chien ne venait que des caresses qu'il faisait à son maître, et que s'il le flattait aussi de la même sorte, on le traiterait comme le chien, et qu'on le nourrirait de même de viande délicate. Quelques jours après, l'âne, ayant trouvé son maître endormi dans un fauteuil, voulut venir le flatter, et lui mit les 2 pieds de devant sur les épaules, commençant à braire, pour le divertir par une mélodie si harmonieuse. Le maître, réveillé par ce bruit, appela ses valets, qui chargèrent l'âne de coups de bâton pour le récompenser de sa civilité et des caresses trop rudes qu'il avait faites à son maître. Du lion et du rat. Un lion, fatigué de la chaleur et abattu de lassitude, dormait à l'ombre d'un arbre. Une troupe de rats passa par le lieu où le lion reposait. Ils lui montèrent sur le corps pour se divertir. Le lion se réveilla, étendit la patte et se saisit d'un rat, qui, se voyant pris sans espérance d'échapper, se mit à demander pardon au lion de son incivilité et de son audace, lui représentant qu'il n'était pas digne de sa colère. Le lion, touché de cette humble remontrance, lâcha son prisonnier, croyant que c'eût été une action indigne de son courage de tuer un animal si méprisable et si peu en état de se défendre. Il arriva que le lion, courant par la forêt, tomba dans les filets des chasseurs. Il se mit à rugir de toute sa force, mais il lui fut impossible de se débarrasser. Le rat reconnut au rugissement du lion qu'il était pris. Il accourut pour le secourir, en reconnaissance de ce qui lui avait sauvé la vie. En effet, il se mit à ronger les filets et donna moyen au lion de se développer et de se sauver. Du milan malade. Le milan, se voyant réduit à l'extrémité, et n'espérant plus de guérir par la force des remèdes, conjura sa mère d'aller prier les dieux de lui rendre la santé. « Mon fils, lui répondit-elle, ce serait en vain que tu attendrais du secours du côté des dieux, après avoir profané si souvent leurs autels et les sacrifices qu'on leur offrait. » De l'hirondelle et des autres oiseaux. Lorsque la saison de semer le lin fut venue, l'hirondelle voulut persuader aux autres oiseaux de faire tous leurs efforts pour s'opposer à cette semaille, qui devait leur être si funeste. Les autres oiseaux se moquèrent de ses conseils, lui disant qu'elle s'alarmait mal à propos. Quand le lin fut prêt à sortir de terre, elle leur conseilla de l'arracher. Ils n'en voulurent rien faire et ne s'inquiétèrent nullement de ses avis. Lorsque l'hirondelle vit que le lin commençait à mûrir, elle les exhorta à piler les blés. Mais ils ne s'en mirent pas en peine.
L'hirondelle, voyant que ces remontrances étaient inutiles, se sépara des autres oiseaux et rechercha le commerce des hommes avec qui elle fit amitié. Depuis ce temps-là, elle habite dans les maisons, elle y fait son nid, on l'y laisse vivre en repos, et l'on se sert du lin pour faire défiler et pour tendre des pièges aux autres oiseaux. Des grenouilles et de leur roi. Les grenouilles, jouissant d'une parfaite liberté, prièrent Jupiter de leur donner un roi pour les gouverner. Mais Jupiter se moqua d'une demande si ridicule. Les grenouilles ne se rebutèrent point de ce refus. Elles sollicitèrent Jupiter avec plus d'empressement. Il se rendit à leur importunité. Il jeta dans leur étang une grosse souche de bois qui fit trembler tout le marais, par le bruit qu'elle fit en tombant. Les grenouilles épouvantées gardaient le silence sans oser paraître. Elles abordèrent cependant ce nouveau prince pour le saluer et pour lui faire leur cour. Quand la crainte fut entièrement dissipée, elles s'apprivoisèrent tellement qu'elles se mirent toutes à sauter sur le dos de leur roi, et à se moquer de lui, disant qu'il n'avait ni mouvement ni esprit. Elles ne purent se résoudre à recevoir cette souche pour leur roi. Elles retournèrent donc vers Jupiter pour le prier de leur en donner un autre, qui eût plus de mérite. Jupiter écouta la prière des grenouilles et leur donna pour les gouverner une cigogne. Ce nouveau roi, se promenant sur les bords de leur marais pour leur faire montre de son courage, en dévora autant qu'il en trouva à sa bienséance. Les grenouilles, alarmées de ce mauvais traitement, présentèrent une nouvelle plainte à Jupiter, qui ne voulut point entendre parler de cette affaire. Depuis ce temps-là, elles ont toujours continué à se plaindre et à murmurer. Car vers le soir, lorsque la cigogne se retire, les grenouilles sortent de leur marais en exprimant dans leur croassement une espèce de plainte. Mais Jupiter est toujours demeuré inflexible et n'a jamais voulu les affranchir de l'oppression où elles gémissent depuis tant d'années, en punition de ce qu'elles n'avaient pu souffrir un roi pacifique. Des colombes et du faucon leur roi. Les colombes, se voyant hors d'état de résister aux attaques et aux insultes du Milan, qui leur faisait la guerre à toute outrance, résolurent de se mettre sous la protection du faucon et de l'élire pour leur souverain, afin de l'engager dans leurs intérêts et de l'opposer au Milan. Mais elles se repentirent bientôt du choix qu'elles venaient de faire, car ce nouveau roi les traitait comme un ennemi déclaré. Il les mettait en pièces et les dévorait, sans qu'elles puissent se délivrer de ses violences. Alors les colombes, pleines de douleur et de désespoir, disaient qu'il leur eût été plus avantageux de souffrir la guerre et les fureurs du Milan que la tyrannie du faucon. D'un chien et d'un voleur. Un voleur entra furtivement de nuit dans une maison pour la voler, et offrit un pain au chien qui la gardait, voulant l'empêcher d'aboyer en l'amusant à manger ce pain. Mais ce fidèle gardien le refusa et lui dit « Malheureux, je connais ton intention. Tu veux m'empêcher d'aboyer pour voler avec plus de liberté le bien de mon maître. Mais je me garantirai de ta tromperie, et je n'accepterai point tes présents. » Alors le chien se mit à aboyer avec tant de violence que tous les domestiques de la maison se réveillèrent au bruit qu'il fit et donnèrent la chasse au voleur. Du loup et de la truie. La truie, étant prête de mettre bas ses cochons, fut visitée par le loup,
qui lui offrit de la servir et de la soulager dans le travail où elle était, et d'avoir un soin tout particulier de sa portée. La truie, alarmée de la présence d'un ennemi si redoutable, lui répondit qu'elle le remerciait de ses offres, qu'elle n'avait nullement besoin de son ministère, et que le plus grand service qu'il pouvait lui rendre était de s'éloigner d'elle le plus promptement qu'il pourrait, et de la laisser en repos, elle et ses petits. De l'accouchement d'une montagne. Il courut autrefois un bruit qu'une montagne devait enfanter. En effet, elle poussait des cris épouvantables, qui semblaient menacer le monde de quelque prodige. Tout le peuple, étonné de ce bruit, se rendit en foule au pied de la montagne, pour voir à quoi aboutirait tout ce fracas. On se préparait déjà à voir sortir un monstre horrible des entrailles de la montagne. Mais après avoir longtemps attendu avec une grande impatience, on vit enfin sortir un rat de son sein. Ce spectacle excita la risée de tous les assistants. D'un vieux chien et de son maître. Un chasseur, poursuivant un cerf, encourageait son chien à courir avec plus de vitesse. Mais ce chien, appesanti par la vieillesse, n'avait plus la même légèreté qu'il avait eue autrefois. Son maître, bien éloigné de le caresser, le chargeait de coups de bâton. Ce mauvais traitement obligea le chien à se plaindre de son maître et à lui remontrer qu'il lui avait toujours rendu tous les services qu'il avait pu durant ses jeunes années, et que s'il lui en rendait moins alors, ce n'était pas qu'il manquât d'affection pour lui, mais parce que la vieillesse l'en empêchait. Le chien lui représenta encore qu'il devait le traiter avec plus de douceur, afin qu'on crût dans le monde qu'il lui tenait compte de ses services passés, en un temps où il était hors d'état de le servir avec la même ardeur. Le bruit des arbres battus d'un vent impétueux. Le bruit des arbres battus d'un vent impétueux épouvanta tellement les lièvres qu'ils se mirent tous à fuir avec vitesse, sans savoir où ils allaient dans leur fuite. Ils trouvèrent un marais qui les empêcha de passer outre. Les grenouilles, saisies de crainte, s'y précipitèrent incontinents pour se cacher. Au moment que la peur allait faire jeter les lièvres dans l'étang, l'un des plus vieux de la troupe les arrêta, en leur représentant qu'ils avaient pris l'alarme mal à propos, à cause du bruit du vent et des feuilles. « Nous ne sommes pas les seuls qui craignons, » continua-t-il, « puisque nous avons fait peur aux grenouilles. » D'un chevreau et d'un loup. Une chèvre sortit de son étable pour aller paître, recommandant très expressément à son chevreau de n'ouvrir la porte à personne durant son absence. À peine était-elle sortie qu'un loup vint heurter la porte de l'étable, contrefaisant la voix de la chèvre, et il commanda au chevreau de lui ouvrir. Cet animal, profitant des leçons de sa mère, regarda par une ouverture et reconnut le loup. « Je n'ouvrirai point, lui répliqua-t-il, car quoique tu contrefasses la voix d'une chèvre, je vois bien à ta figure que tu es un loup et que tu ne cherches qu'à me dévorer. » Du chien et de la brebis. Le chien fit un jour assigner la brebis devant 2 aigles, pour la faire condamner à lui payer un pain qu'il disait lui avoir prêté. Elle nia la dette. On obligea le chien à présenter des témoins. Il suborna le loup, qui déposa que la brebis devait le pain. Elle fut condamnée, sur ce faux témoignage, à payer ce qu'elle ne devait pas. Quelques jours après,
elle vit des chiens qui étranglaient le loup. Cette vue la consola de l'injustice qu'on lui avait faite. Voilà, s'écria-t-elle, la récompense que méritent de tels calomniateurs. Du laboureur et du serpent. Un paysan se mit un jour en colère contre un serpent qu'il nourrissait, et prenant à la main un bâton, il se mit à le poursuivre. Le serpent, après avoir reçu quelques blessures, s'échappa. Depuis cette aventure, le laboureur tomba dans une extrême pauvreté, et crut que les mauvais traitements qu'il avait faits au serpent étaient la cause de son malheur. Il alla le chercher en le priant de revenir dans sa maison. Le serpent s'en excusa et lui dit qu'il ne pouvait s'y résoudre, ne croyant pas pouvoir vivre en sûreté avec un homme si incommode. « Quoique mes plaies soient guéries, ajouta-t-il, le souvenir de tes cruautés ne peut s'effacer dans ma mémoire. » Du renard et de la cigogne. Un renard plein de finesse pria à souper une cigogne à qui il servit de la bouillie sur une assiette. La cigogne ne fit pas semblant de se fâcher du tour que lui jouait le renard. Peu de temps après, elle le pria à dîner. Il y vint au jour marqué, ne se souvenant plus de sa supercherie, et ne se doutant point de la vengeance que méditait la cigogne. Elle lui servit un hachis de viande qu'elle renferma dans une bouteille. Le renard n'y pouvait atteindre, et il avait la douleur de voir la cigogne manger toute seule. Elle lui dit alors avec un rire moqueur, « Tu ne peux pas te plaindre de moi raisonnablement, puisque j'ai suivi ton exemple, et que je t'ai traité comme tu m'as traité. » Du loup et de la tête. Un loup étant entré dans la boutique d'un sculpteur, il trouva une tête de relief fort bien travaillée. Il la tourna de tous côtés et la contempla à loisir, sans qu'elle proférât une parole. « Oh, la belle tête !» s'écria-t-elle. « Que cet ouvrage est admirable ! C'est grand dommage qu'elle n'ait point de cervelle, et qu'elle ne puisse donner aucun signe de vie. » Du geai paré de plumes de paon. Un geai plein de vanité se para avec des plumes de paon qu'il avait ramassées. Cet ornement emprunté lui causa tant d'orgueil qu'il en conçut du mépris pour les autres geais. Il le quitta et se mêla fièrement parmi une troupe de paons qui, reconnaissant sa supercherie, le dépouillèrent sur le champ de ses plumes postiches. Cet animal, tout honteux après cette disgrâce, voulut retourner avec les geais. Mais ils le rebutèrent violemment et lui donnèrent tant de coups de bec qui lui arrachèrent toutes ses plumes empruntées, de sorte qu'il se vit méprisé des autres oiseaux et même de ceux de son espèce. De la mouche et du chariot. Une mouche s'étant arrêtée sur un chariot qui courait dans la lice, où les chevaux et l'agitation des roues élevaient une grande poussière. « Quelle nuée de poudre je fais élever !» s'écria-t-elle en s'applaudissant. De la fourmi et de la mouche. La fourmi eut un jour querelle avec la mouche qui se vantait de voler comme les oiseaux, d'habiter dans les palais des princes, de faire toujours grande chère sans qu'il lui en coûtât aucune peine. Elle reprochait à la fourmi la bassesse de sa naissance, et qu'elle rampait toujours à terre pour chercher de quoi vivre avec beaucoup de travail et d'assiduité, qu'elle était réduite à ronger quelques grains, à boire de l'eau, à habiter les cavernes. La fourmi répondait à tous ces reproches qu'elle était contente de son sort, qu'une demeure sûre et arrêtée lui plaisait mieux qu'une vie errante et vagabonde,
que l'eau des fontaines et les grains de blé lui paraissaient d'un goût exquis, parce que c'étaient des fruits de son travail, au lieu que la mouche se rendait incommode à tout le monde et méprisable par sa fainéantise. D'un singe et d'un renard. Dans une assemblée générale des animaux, le singe sauta avec tant de légèreté et tant d'adresse qu'ils l'élurent pour leur roi, avec l'approbation de toute l'assemblée. Le renard, qui ne put regarder son élévation sans envie, ayant aperçu dans une fosse de la viande cachée sous des filets, mena le singe sur le bord de la fosse, lui disant qu'il avait rencontré un trésor et que c'était au roi à s'en saisir, parce que la loi le lui attribuait. Le renard exhorta donc le singe à s'emparer promptement de ce trésor. Le singe, étant entré inconsidérément dans la fosse, fut attrapé au piège qu'il n'avait pas aperçu. Se voyant pris de la sorte, il reprocha au renard sa perfidie. « Monsieur le singe, lui répliqua le renard, puisque vous êtes si peu avisé, comment prétendez-vous avoir l'empire sur tous les autres animaux ?» De la grenouille et du bœuf. La grenouille, ayant un jour aperçu un bœuf qui paissait dans une prairie, se flatta de pouvoir devenir aussi grosse que cet animal. Elle fit donc de grands efforts pour enfler les rides de son corps, et demanda à ses compagnes si sa taille commençait à approcher celle du bœuf. Elles lui répondirent que non. Elle fit donc de nouveaux efforts pour s'enfler toujours de plus en plus, et demanda encore une autre fois aux grenouilles si elle égalait à peu près la grosseur du bœuf. Elles lui firent la même réponse que la première fois. La grenouille ne changea pas pour cela de dessein, mais la violence qu'elle se fit pour s'enfler fut si grande qu'elle en creva sur le champ.